Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Élise. Donc, c'est une présentation à deux voix, Bernard Idelson et moi-même, sur un projet de recherche qui est en cours, à la fois sur la partie plutôt de l'expertise elle-même, sa restitution, le processus, sa restitution, etc., et sur sa circulation sociale, notamment médiatique, puisque Bernard s'est occupé de cette partie-là. Alors, je tiens à remercier les collègues juristes déjà de nous avoir conviés à rejoindre ce projet pour la restitution elle-même. Je dois dire que ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur, un peu plus que je travaille sur les expertises scientifiques et les communications d'expertise scientifique. Et c'est la première fois que je me retrouve à une tribune à présenter mon travail avec des collègues qui ont participé de cette expertise. Alors, ça prouve deux choses. Déjà, je pense qu'on a été très bien accueillis, avec un esprit d'ouverture extrêmement important, et particulièrement, je pense, Élise, que tu as beaucoup travaillé à cette volonté d'ouvrir le processus d'expertise, je vais y revenir. Et donc, je présente ce travail en toute confiance avec les collègues aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qu'on peut percevoir du point de vue des sciences de l'information et de la communication sur ce processus d'expertise, puisque, donc, en quelques mots, d'où on parle depuis un courant de recherche qui s'appelle Sciences techniques société, les études de sciences, qu'on pourrait appeler les études de sciences, qui est à la fois saisi par des historiens des sciences, des épistémologues, des sociologues des sciences, et puis des chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Ce qui intéresse ce champ de recherche, c'est essentiellement les rapports entre savoir scientifique et pouvoir politique, pour faire court, à travers la question de la construction de normes sociales. Alors je reprendrai, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je mobilise notamment la réflexion de Georges Canguilhem sur ces rapports entre faits et valeurs, finalement, entre faits d'observation et valeurs. Je trouve que ce qu'apporte Canguilhem autour de la définition de ce que c'est une norme sociale, puisqu'il la définit comme un processus qui va affecter des valeurs à des faits d'observation, et que c'est toujours un processus social, c'est-à-dire construit socialement, pas donné par la nature dans son cas, mais on peut l'élargir aux sciences humaines et sociales. Donc voilà, on travaille essentiellement cette question-là à travers à la fois les discours d'expertise. Alors là, les discours d'expertise, en l'occurrence, c'est un corpus de discours assez large qui va de votre projet spontané de recherche, j'y reviendrai, la convention de recherche avec le ministère, le rapport intermédiaire, le premier rapport final et le dernier rapport final qui vient d'être livré, et qui traduit en fait une évolution dans l'écriture, hein, notamment du point de vue de l'octorialité, j'y reviendrai. Et ça, c'est pour les discours. Les pratiques, on a pu saisir un certain nombre de pratiques de communication lors de la restitution de l'expertise, et ce travail est pour l'instant amputé de toute une partie qui reste à faire et que je mènerai plus tard, d'entretien avec les chercheurs pour savoir quelles sont les bonnes raisons qu'ils ont de faire ce qu'ils font et comment ils le font. Alors le deuxième choix théorique de cette recherche-là, c'est de l'inclure dans une interrogation sur les formes de colonialité du pouvoir. Alors, j'emprunte en fait assez peu aux courants post- ou décoloniaux, parce que je ne rentre pas dans le détail sur ce qui me met à distance d'une certaine manière de ces courants de pensée, mais quand même, j'emprunte cette idée-là, et notamment à Dussel, hein, cette idée de ces systèmes savoir-pouvoir sont historiquement eurocentrés, et ils reposent sur une confusion fondamentale qui est toujours à interroger entre universalisme abstrait et mondialité concrète qui résulte de l'hégémonie de l'Europe, ou qui résultait de l'hégémonie de l'Europe. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Sur la dimension plus de circulation sociale et médiatique des discours d'expertise tels que Bernard les a analysés, il s'agit bien de les analyser comme des constructions sociales, c'est-à-dire pas dans un processus justement de vulgarisation qui irait du scientifique vers le profane, mais avec leur autonomie propre de champ médiatique, hein, leur logique propre de production. Et enfin, dernière chose, d'un point de vue méthodologique, l'approche qui a été la nôtre est une approche comparative, c'est-à-dire avec d'autres exemples d'expertise scientifique que j'ai pu travailler, notamment autour des questions bioéthiques, des questions de neurosciences et éducation, l'exploration, l'exploitation des gaz de schiste,
l'expertise sur l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe, dit expertise Terry, où il y avait déjà des juristes d'ailleurs qui travaillaient avec des anthropologues, j'y reviendrai, la crise requin, etc. Alors, je commencerai par présenter la situation d'expertise elle-même, puisqu'une expertise s'inscrit toujours dans un processus politique, de rapport aux politiques. Hein. Une expertise, c'est ce qui différencie un travail de recherche d'une situation d'expertise. Alors, on pourra en discuter, Simon, mais je ne pense pas que ce soit une commande, en fait. Je pense que c'est plutôt une autosaisie. Moi, le travail que vous faites, l'entrée dans l'expertise est une autosaisie, donc qui va renvoyer à la question de la responsabilité sociale des chercheurs, tels qu'ils vivent leur responsabilité sociale, essentiellement de juristes, ça a été dit, dans un contexte social, politique, économique extrêmement tendu, à Mayotte, hein, et dans un temps du rapport aux politiques, hein, et notamment à l'agenda politique de la départementalisation, qui se situe de manière assez éloignée, puisque notamment, Élise, toi, tu publies juste après l'expertise, en 2014, hein, sur le statut, juste après la départementalisation. Tu fais déjà une analyse, mais là, on est à distance de ce moment-là, et donc c'est autre chose, à mon avis. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de commande politique qui est liée à un agenda législatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'évolution législative en vue, mais par contre, le travail est financé, donc légitimé par l'exécutif. Et ça a un sens parce que, notamment, sur la publicisation du rapport, c'est-à-dire qu'il y a un droit de regard du politique sur ce que vous produisez dans ce rapport. Ce qui est appelé dans le rapport intermédiaire, hein, tous les documents dans la convention que vous signez avec le GIP, il y a une validation des résultats de la recherche par le GIP. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de la censure, je ne sais pas du tout, mais c'est à comprendre. Deuxième chose, cette expertise qui se présente comme une expertise collective, je vais essayer de vous montrer pourquoi je pense que c'est plus une expertise plurielle, en fait, qu'une expertise collective, pluridisciplinaire, on l'a dit, même s'il y a une dominante de juristes. Hein, vous voyez la composition du comité d'experts scientifiques, et une expertise praxéologique, qui est présentée comme une coopération avec des professionnels du droit, avocats, notaires, services de l'état civil, enseignants, monde associatif, etc. Autre élément, cette expertise apparaît comme une expertise ad hoc. Certes, elle réunit des spécialistes du droit, des spécialistes de la question du statut local, des spécialistes du droit coutumier, notamment en Nouvelle-Calédonie, hein, puisque c'est une poursuite, enfin c'est aussi dans les initiateurs du projet, il y a un spécialiste de ces questions. Pour autant, ce qui se développe à ce moment-là, dans le processus d'expertise lui-même, c'est la production, d'une certaine manière, de nouveaux savoirs. D'ailleurs, les chercheurs vont se lancer dans une enquête nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement restituer des savoirs qu'ils ont, ils se lancent dans une enquête nouvelle. En fait, la majorité des situations d'expertise sont des expertises ad hoc, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Moi, j'ai un seul exemple, c'est l'expertise OGM sur Seralini. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire Seralini, en 2008, je crois, où là, on a une expertise où les chercheurs mobilisent seulement leur savoir, ils ne réenquêtent pas. Mais d'une manière générale, les chercheurs qui sont en expertise réenquêtent. Alors, les objectifs de l'expertise, je ne les redéveloppe pas, puisque tu les as très bien rappelé, je pense, Élise. Ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui est original dans cette expertise par rapport aux autres cas que j'ai eu à analyser, c'est dans le processus d'expertise le virage qui s'opère sur le plan méthodologique et que tu as rappelé, dont je me suis posé la question, est-ce que c'est un virage épistémologique au sens propre du terme, c'est-à-dire est-ce que le fait que les chercheurs en expertise se rendant compte que ce sur quoi ils veulent expertiser n'existe pas sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de traces dans les corpus du droit de la façon dont on applique la coutume. Hein, il est dit dans le rapport, dans la restitution publique, quasiment plus de décisions faisant application de la coutume par les juges de droit commun, d'une part. Et donc, du coup, les chercheurs vont se lancer dans un autre processus qui va être un processus d'enquête par entretien, qui est appelé parfois questionnaire, mais qui en fait qui est une enquête par entretien. La première cause, c'est le terrain, comme je vous l'ai dit, le fait que les chercheurs n'ont pas de traces.
ni même de connaissance des pratiques. Et puis c'est un aspect qui a été relativement peu développé dans le rapport, qui est la sociologie du droit mahorais. C'est-à-dire que les professionnels du droit, et c'est dit dans le rapport, mais ça n'est pas travaillé comme tel, sont souvent des jeunes professionnels avec un turnover important, donc il n'y a pas de mémoire professionnelle, et ces professionnels sont en plus des non-mahorais. D'accord, donc et c'est un angle du rapport, mais ce n'est pas du tout une critique, hein, je ne suis pas là pour faire des critiques, mais j'analyse des processus qui n'a pas été analysé comme tel, la sociologie du droit mahorais. Donc on passe de l'analyse du corpus normatif à une analyse des pratiques. En fait, pour moi, on passe de l'analyse du corpus normatif à une analyse des représentations sur les pratiques plus que des pratiques. Et des représentations sur les pratiques d'acteurs du droit qui sont, pour l'essentiel, non mahorais, jeunes, avec un turnover important. Et c'est pour ça que je discuterai aussi avec Simon les conclusions auxquelles il arrive. Je n'arrive pas exactement au même type de conclusion, Simon, que toi sur cette question. Alors, du point de vue, ce qui m'a intéressé, du point de vue des traces que laissent les rapports, au-delà du processus d'expertise, c'est le processus définitionnel. Qu'est-ce que c'est l'expertise pour les chercheurs? Alors, on pourrait dire, finalement, il y a deux définitions. Une définition qui est donnée par les juristes, hein, c'est une règle de droit lors de la restitution publique, une norme qui a un caractère général, contraignant, obligatoire, etc. Au même titre qu'une loi, qu'un décret, elle fait partie des sources du droit, la plupart du temps pas écrite, orale, alors que les anthropologues qui ont travaillé la question lors du processus d'expertise, on a discuté ce matin, une définition beaucoup plus élargie, la coutume entendue au sens des modèles de comportement, transmis par la tradition. Alors si on rentre un petit peu dans la façon dont les chercheurs vont définir la coutume, il y a une pluralité de définitions, c'est pour ça que je dirais que c'est une expertise plurielle, et donc des postures épistémologiques différentes. Donc on aurait des définitions qui seraient à dominante internaliste, en opposition au droit commun, c'est-à-dire qu'on pense la coutume par rapport au droit commun, ce qui fait que là, les juristes s'orientent vers une définition bicéphale de la coutume, avec ces deux dimensions, la dimension du droit musulman et la dimension des pratiques traditionnelles non héritées des cultures africaines bantoues, je pense qu'ils dominent. Mais même parmi les juristes, on a des variations, puisque certains chercheurs juristes introduisent dans la définition de la coutume le droit français passé. C'est-à-dire que la coutume est une traduction aussi de l'hybridation des droits. Donc il n'y aurait pas que cette dimension bicéphale, il y aurait aussi le droit colonial, notamment français, qui serait intégré dans la coutume. Et puis, voire plus loin, notamment sur les questions notariales, des juristes qui vont voir la coutume comme une source du droit commun. Hein, je pense particulièrement dans la restitution publique. Hein, un collègue juriste qui travaille sur le foncier précise que notre démarche n'est pas évidemment d'opposer la coutume au droit commun, mais bien au contraire de faire de la coutume en matière foncière le droit commun. Ce qui, à mon avis, traduit des postures d'analyse du rapport au droit extrêmement différentes. Du point de vue des définitions, que je mettrai plutôt du côté des anthropologues, je l'ai dit, il y a une définition extrêmement élargie qui renvoie à la culture, la langue, le religieux, ce que le chercheur en question appelle le socle commun identitaire. Mais on peut avoir aussi, à l'inverse, des chercheurs qui vont mobiliser une définition de la coutume qui est en fait une déconstruction de la définition juridique, hein, et donc qui se positionne clairement dans une posture critique. La coutume n'existe que pour désigner une pratique alternative à l'action officielle de l'État légal rationnel. C'est en premier lieu pour dénier à certaines sociétés dites primitives le bénéfice de possession d'un droit que la coutume a été instrumentalisée dans le domaine juridique. Donc vous voyez que là, on a une pluralité de définitions de la coutume dans les différents apports de cette expertise. Cette pluralité, je pense, va se traduire dans une pluralité de rapports au terrain, de rapports aux politiques et finalement de propositions de normativité. Ce qui domine, je dirais, dans le rapport, c'est quand même ce qu'on voit souvent sur une expertise scientifique, c'est-à-dire les faits objectifs d'analyse du fait coutumier, hein, et de ce qui est appelé la place de la coutume à Mayotte, qu'on retrouve dans la conclusion du rapport final, de la synthèse du rapport final, du dernier rapport final,
qui est le paradoxe apparent. La coutume est inappliquée en droit, mais en fait, elle continue à régir la société mahoraise, y compris dans les domaines qui ne sont plus juridiquement les siens, avec une analyse des causes de ce paradoxe, des recommandations politiques, fondamentales, procédurales, techniques, l'information des justiciables, la formation des professionnels, la poursuite de la recherche. On peut avoir aussi, dans les rapports au terrain, aux politiques, une approche critique qui va plus loin dans l'analyse scientifique, juridique, qui est faite de la place de la coutume à Mayotte, où ce qui est interrogé, c'est la politique du droit. Une de vos collègues précise, finalement, à travers ce paradoxe-là, c'est tout le processus progressif d'assimilation républicaine qui est alors mis à Mayotte. Donc là, on a une analyse, à mon avis, beaucoup plus du politique. Ce qui, en tout cas, réunit l'ensemble de... ce que cette pluralité d'approches permet de faire, c'est qu'elle permet de pointer où est-ce que, je dirais, où est-ce que ça gratte, c'est-à-dire où est-ce qu'on a des pluralités, des confrontations de normes. Alors je pense que peut-être Camilla va développer cet aspect, donc j'irai assez rapidement là-dessus pour m'étendre plus sur une dimension, à savoir sur le régime matrimonial, sur le principe d'égalité successoriale, sur la définition de la famille, du consentement, du viol, et sur les oppositions entre vision unanimiste versus résolution normative du conflit et du droit processuel français. Camilla, je ne sais pas si tu vas réaborder, mais j'ai vu ton titre et je me suis dit peut-être que tu vas revenir. Hein, mais je vais insister, moi, sur deux éléments, sur des exemples d'hybridation de posture au sein des acteurs de l'expertise. J'ai identifié deux hybridations des approches. Une première hybridation, notamment chez des collègues qui ont travaillé sur le rôle des cadis et qui ont interrogé les cadis. Et qui disent donc au premier abord, et classiquement, les cadis sont perçus comme une autorité religieuse naturelle que la population de Mayotte, alors je dirais culturelle, mais le collègue utilise naturelle, écoute, respecte leur empreinte, elle est omniprésente dans la vie. Un autre collègue qui travaille sur le rôle des cadis précise, il s'agit de rétablir, donc c'est très normatif, prescriptif, rétablir un des référents de l'autorité coutumière. Si hier les enfants avaient peur de ces deux figures, les cadis et les maîtres coraniques, ils n'ont pas peur des gendarmes et des juges aujourd'hui. Ce qui justifie donc le recours au cadis dans la régulation et dans la médiation, la fonction de médiation sociale qu'il leur est donnée. Alors il se trouve que ces acteurs sont particulièrement impliqués dans un diplôme universitaire, valeur de la République. Et là, donc, je me suis posé la question sur cette hybridation de posture, cette figure de chercheur médiateur, finalement, où on est à la fois dans l'analyse du fait social et en même temps dans la régulation du fait social. Et on a là une forme d'hybridation assez... qui interroge, du moins, ou sur laquelle on pourrait discuter. Autre forme d'hybridation, c'est que dans les acteurs de l'expertise, on a des professionnels. Je prends l'exemple ici d'une magistrate qui va faire un travail énorme d'acculturation socio-anthropologique et va même qualifier son travail d'observation participante, c'est-à-dire qu'elle va faire de la biblio, elle va mobiliser son expérience personnelle, des entretiens, ce qui l'amène à discuter faits sociaux et coutumes, justement. Et elle travaille notamment sur les violences intrafamiliales, et elle précise l'étude des faits sociaux autour des violences intrafamiliales est aussi importante que celle des coutumes à proprement parler, révélées par l'émergence d'une conflictualité. Et donc elle amène, cette culture socio-anthropologique l'amène à une réflexivité professionnelle. Elle précise un travail de décentrement, d'inquiétude d'autrui pour lequel la connaissance anthropologique peut être un recours, la connaissance des relations de pouvoir et des rencontres normatives au sein de l'institution judiciaire contribue à définir une meilleure dialogie entre droit coutumier et droit étatique. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un acteur du droit. Alors je finirai avant de passer la parole à Bernard, sur la situation de restitution publique de l'expertise qui a été présentée, analysée par Simon. J'y vois, je ne reviens pas sur le lieu, qui est un lieu universitaire à Mayotte, etc., ce qui a déjà été dit. J'y vois, moi, deux choses j'ai analysé notamment les tables rondes, deux choses importantes. La première, c'est le retour du politique, c'est-à-dire que, certes, les chercheurs analysent la départementalisation, mobilisent la question de la départementalisation,
mais finalement à la marge, et elle revient par les acteurs qui sont présents, qui disent finalement, voilà, il y avait ce problème de la départementalisation, hein, on était pressé d'arriver à la départementalisation, j'ai l'impression que vous pouviez tous nous vendre, ça pouvait fonctionner. Et donc, il y a un effet de rétropédalage qui est proposé sur les questions coutumières. Le deuxième élément que je vois dans l'analyse des tables rondes, c'est ce vous-nous, qui est renvoyé par un certain nombre d'acteurs du public. Analysé comme une expertise légitimante du dehors, etc. Alors, effectivement, il y a une critique qui est adressée aux chercheurs, qui est de leur dire on ne se reconnaît pas dans vos propos. Bon, ça, à la rigueur, je dirais que quand on est sociologue et anthropologue, on est habitué à ce que les acteurs qu'on analyse ne se reconnaissent pas complètement dans les propos de l'analyse qu'on fait. C'est d'ailleurs un des intérêts, à mon avis, de la recherche scientifique, c'est d'avoir ce décentrage. Ça me surprend pas nécessairement. Je le vois. Alors, il y a une critique, effectivement, de la colonialité des sciences, c'est une évidence. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce vous-nous qui est posé l'est par des acteurs qui ont été eux-mêmes consultés. C'est-à-dire qu'une des critiques que je ferai, je vous ai dit tout à l'heure, l'expertise se présente comme une expertise des pratiques des justiciables, alors qu'à mon avis, c'est une expertise des représentations des acteurs du droit sur les pratiques des justiciables, plus que des justiciables. C'est-à-dire que dans le rapport, les justiciables ne sont pas là, en fait. Hein, je ne sais pas si on pourra en discuter, mais... Alors que les acteurs ici qui sont une critique de l'expertise sont les acteurs essentiellement qui ont été interrogés. Hein, on pourra en discuter. Et donc il y a une volonté là de symétrisation aussi par ces acteurs qui font un retour sur en disant mais on identifie, à mon avis c'est un peu l'analyse que j'en fais, on identifie que les sciences sont prises dans un rapport de domination, hein, social, mais nous aussi, on a fait des études supérieures, nous aussi, on a compris la méthodologie, on a le niveau intellectuel, mais vous ne prenez pas en compte la réalité qui est la nôtre. Voilà, je passe la parole à Bernard sur les aspects de circulation médiatique. Merci Grégoire, je vais être très rapide en 3 diapositives. Puisque de toute façon, j'ai pris le train en marche de cette recherche et je vais simplement vous présenter quelques pistes et quelques projets d'études qui s'intéressent donc à la restitution médiatique de l'expertise et voir comment, avec les outils qui sont les nôtres, hein, ceux des sciences de l'information et de la communication, on peut très concrètement aborder des productions médiatiques qui ont trait par exemple, là, à la restitution, à la couverture médiatique d'un colloque sur la place de la Coutume à Mayotte. Donc, on s'intéresse dans notre discipline à ce qu'un auteur qui est très présent dans nos travaux, qui s'appelle Cyril Lemieux, appelle les grammaires journalistiques, qui sont en fait quelque part des coutumes. Hein. On parlait ce matin de lieux de la coutume. Le journalisme a des lieux aussi, des lieux coutumiers de restitution journalistique. Et l'une des hypothèses, c'est que ces grammaires journalistiques, ces pratiques de journalistes sont parfois en tension, parfois opposées avec le discours ou la restitution scientifique. Les médias, j'emprunte encore à un auteur, Éliseo Vérone, construisent des réels informatifs, et c'est à travers ce prisme, enfin du moins ce cadrage théorique, voilà, je propose de présenter quelques exemples de projets de recherche qui vont également mettre en évidence des figures de journalisme dans l'océan Indien, et qui font suite également à des travaux qu'on a menés depuis quelques années avec des collègues sur différentes figures journalistiques dans l'océan Indien, Mayotte, Comores, Madagascar, Seychelles, Réunion et Maurice. Alors, si on prend l'exemple très concret d'un corpus que j'ai commencé à réunir avec Grégoire, de la restitution au journal télévisé de Mayotte la première, qui appartient au groupe France Télévisions, de justement cette journée de restitution du colloque.
Alors on voit, je ne vais pas tout retracer, mais on voit qu'il y a déjà un cadrage journalistique dans le choix des acteurs qui sont interviewés pendant le reportage sur place, in situ, sur le lieu du colloque. Le choix des acteurs n'est pas neutre. Il est par exemple assez institutionnel. On commence par interroger en premier, les journalistes commencent par interviewer en premier le directeur du centre universitaire de Mayotte, puis ils donnent la parole à des enseignants, à des directeurs de thèse, une directrice de thèse là, aux côtés de laquelle il y a son doctorant. Et puis le soir, on retrouve ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un plateau de situation où la présentatrice du JT a convié un jeune doctorant mahorais et elle lui pose donc, après, à l'issue du reportage, elle lui pose des questions. Et alors là, on est en présence également d'un cadrage journalistique qui rappelle les travaux que j'évoquais à l'instant, par exemple sur les grammaires journalistiques qui mettent en avant le paradigme de l'accessibilité. Il faut conduire l'invité à parler clairement. Vous pensez à quoi quand vous dites ça, pour qu'on y voit un peu plus clair, alors que les propos du jeune doctorant étaient, de mon point de vue, on ne peut plus clair. Donc le doctorant répond, exemplifie son propos. Je prendrai l'exemple du mariage. Autrefois, le mariage était officialisé par les cadis. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Ce n'est plus valable juridiquement. Et la journaliste, dans ce processus de recadrage, lui commente en fait la réponse en disant oui, évidemment, cela est venu depuis la départementalisation. Donc voilà. Alors je me suis amusé, je ne vais pas tout reprendre là. Le dialogue se poursuit et puis à la fin de l'interview, la journaliste demande bon, alors en finalité, vous êtes doctorant aujourd'hui, mais après, vous voulez faire quoi? Alors ça, c'est le paradigme utilitariste. À quoi ça sert? À quoi sert la science? À quoi sert l'université? Est-ce que vous allez trouver du travail? En clair, c'est pas dit explicitement, mais c'est implicite dans le propos. Bon, elle lui demande également si ses travaux, son doctorat, peut être accessible au grand public. Alors il lui répond très habilement, mais oui, la soutenance est publique. D'ailleurs, je vais vous inviter à cette soutenance. Bon, voilà. Alors ça peut amener cela, mais ce n'est qu'un début, une première hypothèse, que sur ce colloque-là, sur la restitution de ce colloque, le cadrage et le recadrage journalistique, finalement, ne laissent pas véritablement apparaître la problématique du colloque, enfin du moins telle qu'elle est présentée dans le rapport. Par exemple, page 7 de la note de recherche, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la note de synthèse de rapport. Bon, il est très bien montré, c'est Elise, je crois, qui le dit, que on découvre à travers cette question, à travers la problématique de la coutume, la coexistence de deux mondes, le monde officiel, qui serait celui du droit commun, je dois peut-être déformer un peu tes propos, mais je vais vite, et le monde réel qui, lui, est régi, qui serait régi par la coutume. Ça n'apparaît absolument pas dans la restitution journalistique. Alors, bon, ces travaux là qui sont en perspective s'inscrivent dans des travaux qui sont qui sont pas récents et qui datent d'une dizaine d'années, mais qu'on avait débuté avec des collègues linguistes. On n'a pas beaucoup parlé de langue aujourd'hui, mais qui portait aussi, au moment de la départementalisation, sur la place qu'occupait la question socio-linguistique dans les médias à propos de la départementalisation. On a également travaillé sur les récits médiatiques des transfrontaliers clandestins dans la presse régionale, dans l'océan Indien, et également dans la presse nationale. Alors l'idée, c'est finalement d'avoir une approche par ce qu'on a appelé l'ethnogénéricité informationnelle. J'emprunte ce terme à Simonin, qui s'inscrit également dans les travaux d'Appadurai, qui est un anthropologue indien qui s'intéresse aux questions du local et du global, et finalement, à partir de cet objet d'étude, restitution médiatique d'une expertise scientifique, eh bien, tirer le fil, continuer à tirer le fil qui permet d'interroger et d'analyser les approches, enfin le discours médiatique plus exactement,
dans l'océan Indien. Alors, sur l'objet de cette recherche qui a débuté, on pourrait également, c'est une piste de recherche, analyser les représentations journalistiques de la coutume et des pratiques quotidiennes des Mahorais à travers des reportages journalistiques qui eux-mêmes finalement, c'est un paradigme journalistique, s'intéressent aux questions s'intéressent à la quotidienneté. C'est une des règles journalistiques essentielles dans toutes les écoles. C'est nous-mêmes, dans nos cours de journalisme, on formule cette injonction aux étudiants en leur disant va sur le terrain, va voir les gens en fait. Alors là, j'ai trouvé dans un corpus toujours sur Mayotte la première, parce que c'est particulièrement bien archivé, des reportages sur les vendeurs à la sauvette du marché de Mamoudzou qui sont confrontés à la réglementation européenne depuis la départementalisation et qui sont en quelque sorte expulsés de leurs pratiques, ce qui implique qu'il y a des répercussions économiques très importantes et impactantes évidemment sur leur vie. Voilà très rapidement dit quelques exemples et perspectives de travaux sur la question de la restitution médiatique de la problématique du colloque et puis du programme de recherche. Je laisse la parole à Grégoire pour conclure. Oui, donc quelques mots pour conclure sur à la fois des points de discussion qui peuvent être envisagés et puis sur la façon dont on peut se projeter dans un projet de recherche plus large qui serait sur la coutume dans l'océan Indien. Alors, déjà, je pense que ce processus d'expertise qui a été mené là et qui nous a été donné de voir et d'analyser traduit en premier lieu des postures, des questions de responsabilité sociale et éthique des chercheurs. Notamment l'autosaisie, à mon avis, traduit cette dimension-là. C'est-à-dire, il est de notre fonction sociale que de se saisir de cette question du droit et de l'élargir d'une certaine manière à d'autres disciplines, puisque je pense que c'est le processus qui a été à l'œuvre. Alors ça renvoie essentiellement, cette question, elle a été déjà travaillée par des sociologues, avec les chercheurs évidemment, par des enquêtes par questionnaire, notamment auprès des chercheurs du CNRS, une première fois en 2007 par Daniel Bois, puis ensuite très récemment en 2022, suite à la crise du Covid-19, par Daniel Dubois et Michel Gaspard en 2022. Alors, les principaux éléments qui sortent de ces enquêtes-là, c'est que finalement, les chercheurs sont des citoyens comme les autres, ils ne sont pas en marge de la société, ils comprennent les critiques de science, et notamment sur les innovations technoscientifiques, mais aussi sur la place des sciences en société. Ils les rejoignent parfois, et il apparaît évident que la question de la responsabilité sociale et éthique du chercheur dans la société est une question primordiale pour la très grande majorité des chercheurs, mais avec une posture qui est assez particulière, enfin qui est historiquement qui a déjà été beaucoup documentée, c'est que la participation au débat public depuis la posture de scientifique doit être marquée par le devoir de neutralité, qui doit l'emporter sur la liberté d'expression dans la communication publique. Alors ce qui renvoie ce que j'aimerais faire dialoguer avec les postures hybrides, c'est-à-dire sur le rapport qu'on entretient dans la recherche politique. Et parce que moi, j'avais déjà vu cette dimension-là, notamment sur un terrain sur les gaz de schiste, où un chercheur peut se sentir en conflit d'intérêts, d'une certaine manière, c'est ce qu'utilisait le chercheur, avec sa propre tutelle ministérielle. C'est-à-dire qu'au moment de l'exploration des gaz de schiste, une chimiste qui procède à une expertise collective dit finalement, quand je me suis retrouvé avec les membres du gouvernement, ils m'ont dit, mais madame, vous pourriez faire des projets, vous, sur l'exploration, vous pourriez vous acheter, vous financer vos recherches si vous acceptez qu'il y ait de l'exploration. Donc elle disait, je me sens en conflit d'intérêt avec ma propre tutelle. Et ce que j'interroge à travers ce travail que vous avez mené là, c'est ce que j'aimerais
investigué en entretien notamment, c'est comment on se sent ou pas en conflit d'intérêts avec sa tutelle, que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit le ministère de l'Intérieur avec le DU Valeurs et République, c'est-à-dire quand on est allé négocier un DU avec le ministère de l'Intérieur, eh ben, qu'est-ce que ça crée du point de vue de notre rapport aux politiques? Ça, c'est des choses qui m'intéressent pas mal. Donc finalement, sur la question de l'expertise scientifique et de l'engagement. Alors pour ça, il y a une collègue anthropologue qui a beaucoup travaillé cette question, parce qu'elle-même a été prise dans l'expertise, c'est Irène Théry, autour qui a mené l'expertise, enfin, d'abord sur le mariage homosexuel, puis après sur l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe, et qui distingue différentes formes, en fait, différentes postures. Une posture d'expertise qui serait une expertise de service, c'est-à-dire que c'est le décideur qui commandite un diagnostic technique en quelque sorte aux scientifiques. Et donc c'est une question de fait qui permet de réduire l'incertitude pour le politique lorsqu'il va prendre c'est une mission d'éclairage, ce que je ne pense pas être le cas de votre situation. Il y a ce qu'elle identifie comme une expertise. Alors bon, cette première forme d'expertise interroge la neutralité du chercheur, notamment avec d'autres chercheurs qui sont entrés dans ce débat. Je pense notamment à Héniche sur la sociologie des valeurs, c'est-à-dire que le chercheur doit être nécessairement axiologiquement neutre, ce que je pense tout à fait intenable, notamment en situation d'expertise. Cette neutralité axiologique du chercheur est à mon avis un leurre, mais on pourra en discuter. Autre forme d'expertise et à mon avis on peut la discuter ici, qui est envisagée, c'est l'expertise de consensus, c'est-à-dire quand les chercheurs vont collectivement se retrouver pour proposer une réponse consensuelle aux politiques. Alors ce qui pourrait ressembler à la lecture si on s'en tenait à la note de synthèse finale, ça pourrait ressembler à ça, je pense, l'expertise qui a été menée ici. C'est pas exactement le cas parce que, comme j'ai essayé de vous le montrer, en fait, il y a une pluralité doctorialité, de points de vue, de choix définitionnels, de postures épistémologiques, de rapports aux politiques. Ce que défend Irène Théry, pour sa part, c'est ce qu'elle appelle une expertise, elle, engagée. L'expertise engagée d'Irène Théry, c'est un spécialiste est mandaté à la fois pour proposer une analyse scientifique, établir un diagnostic et s'engager sur des propositions pour l'action. Il est donc question d'argumenter clairement une option possible parmi d'autres. C'est pourquoi ce modèle suppose la pluralité des expertises. Je pense qu'on est dans un modèle qui rassemble à la fois la recherche du consensus et cette expertise engagée, sauf que dans l'expertise engagée, Irène Théry dit il y a une chose qui est importante, c'est de rendre visibles les désaccords entre les chercheurs. Et quand on lit les rapports d'expertise, le rapport d'expertise, la synthèse, le rapport final, autant à l'analyse des textes individuels, on voit les désaccords, mais ils ne sont pas discutés, ils ne sont pas explicités en tant que tels, ces désaccords définitionnels. Voilà. Alors ce qui nous évidemment, nous, ça nous interroge, chercheurs du LCF, plus largement, je vous l'ai dit, sur les rapports de colonialité des sciences, et puis une question qu'on travaille avec Bernard, qui est d'Indiane-Océanie, qui est ce concept scientifico-politique un petit peu large, mais qui nous amène à... Je pense que ce travail-là qui est mené, cette expertise qui est menée sur le droit à Mayotte, permet d'interroger comment on mène une expertise depuis la Réunion, en fait, comment on fait de la recherche depuis la Réunion, qu'est-ce que ça veut dire comme présupposé épistémologique, parti pris, etc. Voilà, merci pour votre écoute.